C'est parti. Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, c'est le retour du Cadalénoscope. Nous sommes en février et bien comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter une personne qui m'inspire particulièrement. Alors, parfois, ce sont des artistes, des penseurs, des militants politiques. D'une certaine façon, Rosa Luxembourg, qui est juste derrière moi dans le petit cadre, eh bien, et les trois à la fois. C'est une militante politique, une grande théoricienne, et sa plume est particulièrement juste, avec notamment dans sa correspondance des éléments qui, à la fois sur l'analyse politique, mais également sur le plan bien littéraire, est particulièrement précieuse et instructive. Donc je vous recommande la lecture de Rosa Luxembourg, et je voudrais commencer par féliciter la 5e promotion de l'Institut de la Boétie, qui est l'institut bien de la formation des insoumis. Il y a plusieurs insoumis qui se rendent une fois par mois, me semble-t-il, pour recevoir un certain nombre de cours, échanger sur la théorie et la pratique politique. Eh bien, ils ont choisi cette 5e promotion de se nommer, parce que chaque promotion a un nom, la promotion Rosa Luxembourg. Je les félicite pour ce très bon choix, très juste et très pertinent. D'autant plus, j'ai envie de dire, dans une période qui est une période compliquée, et ce que l'on peut dire de Rosa Luxembourg, c'est qu'elle n'a jamais cédé sur les principes. Non seulement elle n'a jamais cédé sur les principes, mais elle a eu l'intelligence des situations de saisir ce que les principes et en quoi ces principes devaient se rapporter à des cas concrets. De ce point de vue-là, sur des questions absolument essentielles, elle était très proche de Jean Jaurès, qui, pour celles et ceux qui me suivent depuis le début de mon mandat, est également pour moi une forme de figure tutélaire, d'autant plus qu'ici, dans le palais Bourbon, si vous voulez, il a siégé lui-même. Rosa Luxembourg, par exemple, soutient la position de Jean Jaurès dans le cas de l'affaire Dreyfus. Elle dit qu'il faut défendre le capitaine Dreyfus. Je vous en lis un extrait du texte où elle explique cela, car il est assez éclairant. Elle dit « Dans le cas Dreyfus, se sont manifestés 4 facteurs sociaux qui lui donnent directement le cachet d'une question intéressant la lutte des classes. Militarisme, chauvinisme, nationalisme, antisémitisme et cléricalisme. Ces ennemis directs du prolétariat socialiste, nous les combattons toujours dans l'agitation générale, c'est-à-dire dans le débat public, par la parole et la plume, en vertu de nos principes et de nos tendances générales. » Cette justification, elle continue par la suite, mais est des plus claires. Elle est des plus claires et elle s'inscrit dans ce que nous représentons historiquement. C'est-à-dire la lutte permanente contre le racisme, la division, le nationalisme, l'antisémitisme, tout ce qui pourrit une société de l'intérieur. Et c'est pourquoi les polémiques violentes à l'encontre de la France insoumise sont aussi bien rudes à vivre pour les sympathisants, pour les militants, pour les millions de citoyens qui nous font confiance, car au contraire, nous travaillons en permanence à la réalisation et à l'accomplissement de l'union populaire. Nous faisons entendre clairement la voix de la paix. Et là encore, Rosa Luxembourg s'est unie à la position de Jean Jaurès, tous deux, l'un français, l'autre allemande, n'ont cessé jusqu'au bout de défendre la paix. À chaque moment, il disait qu'il n'y avait aucun intérêt, ni pour le prolétariat français, ni pour le prolétariat allemand, à se laisser entraîner dans une guerre qui n'aurait qu'un résultat, le massacre généralisé du prolétariat français et du prolétariat allemand. Jean Jaurès, comme Rosa Luxembourg, ont payé bien cher. Jean Jaurès, car il a été assassiné, et Rosa Luxembourg a été emprisonnée avant d'être ensuite assassinée juste après la Première Guerre mondiale. Vous voyez, il est important, à certains moments, de tenir des positions fermement. Cela peut l'emporter, et si cela ne l'emporte pas, bon, par exemple, la Première Guerre mondiale a eu lieu, eh bien, cela permet à l'avenir de toujours tenir cette position qui est essentielle, celle de l'humanisme universaliste, socialiste, au sens profond et essentiel du terme. Combat essentiel et d'une certaine façon, cet épisode du Cadalénoscope est organisé de façon chronologique. Pourquoi chronologique? Rosa Luxembourg est assassinée en 1919. Et c'est à ce moment que démarre la nouvelle démocratie parlementaire allemande, la République de Weimar. La République de Weimar va, vous le savez toutes et tous, s'échouer, se fracasser sur la victoire du nazisme et du régime horrible qui va être celui constitué par les nazis. Dans quelles conditions ce passage s'est-il produit? C'est le thème
de cet excellent ouvrage que je vous recommande, de Johann Chapoutot, qui s'appelle « Les irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir ». Et c'est un livre qui vient tout juste d'être publié. Et là encore, les échos entre la situation posée dans le livre, l'analyse historique, l'analyse des archives et ce que nous vivons actuellement sont particulièrement forts. Je vais vous lire un passage éclairant à la fois du propos général du livre, certes, mais aussi de l'époque dans laquelle nous vivons, passage qui arrive à la conclusion. Voici ce qu'il écrit. Le lecteur contemporain aura sans doute décelé quelques échos entre ce que l'on désigne par l'intéressant mot d'actualité et l'Allemagne de 1932. Donc les nazis prennent le pouvoir en 1933. Leur nombre est tel que l'énumération en paraîtrait presque fastidieuse. Et là, écoutez bien. Une politique d'austérité dogmatique qui aggrave la crise et la misère. Un pouvoir exécutif qui fait adopter des mesures de destruction du modèle social allemand à coup de 48-2. 48-2, dans la Constitution de Weimar, c'est l'équivalent du 49-3 dans la nôtre. Une gauche social-démocrate qui soutient cette politique afin, dit-elle, d'éviter le pire. Suivez mon regard. Un régime politique qui, à partir de 1930, se présidentialise et concentre des pouvoirs exorbitants dans les mains faillibles d'un homme pas exagérément intelligent, mais orgueilleux et buté. Ça vous rappelle quelqu'un. Le règne des entourages, qui paraît une logique de darwinisme inversé, celle de la courtisanerie, promeut les plus incompétents et les moins dignes, ceux qui sont prêts à s'avilir pour devenir des conseillers et donner, dès lors, à peu près tout autre chose que de réels conseils. Une dissolution ratée, une seconde dissolution dangereuse, inepte, vu le contexte de croissance de l'extrême droite, mais demandée par cette même extrême droite, et accordée en gage de bonne volonté. Une défaite cuisante aux législatives, le refus de tenir compte des résultats des élections, la condamnation des extrêmes, et la précision immédiate que certains sont plus extrêmes que d'autres, que ceux qui défendent la nation, les valeurs et la propriété seront toujours préférables à la gauche. Un milliardaire, il s'appelle Hugenberg à l'époque, magnat des médias et habité par une mission de résurrection nationale qui bâtit un empire de presse et de cinéma pour imposer ses cadrages, ses thèmes et sa ligne à un pays qui plébiscitait la paix et la justice sociale mais qui se trouve progressivement nazifié. Des paniques morales en isme comme le bolchevisme culturel, comme ça c'est comme le wokisme, que l'on est bien en peine de définir, pareil que le wokisme. Ils sont incapables, ceux qui parlent de ça, de définir le wokisme. Il n'y a pas un seul des types et des personnages qui, à la télé, passent leur vie à parler de wokisme, ne savent ce que c'est. Mais ils en parlent, bon. Et attendez, accrochez-vous bien. Parce que, qu'est-ce que c'est à ce moment-là, le bolchevisme culturel? Eh bien, Chapoutot continue, qui résume toutes les peurs liées à l'évolution des mœurs. Féminisme, homosexualité, mode de vie urbain. Et à l'élévation générale du niveau d'éducation. Un gouvernement renversé dans des conditions humiliantes, une autre dissolution, une autre défaite et de rechef le refus de tenir compte du résultat. Un gouvernement chargé des affaires courantes qui s'éternise, un chancelier qui n'entend pas quitter le pouvoir, l'incapacité du président à nommer un nouveau chef de gouvernement, des mois de réflexion au sommet de l'État pour échafauder le meilleur scénario qui permette de rester au pouvoir malgré les élections et en l'absence de majorité. Une politique de l'offre, ouvertement pro-business, faite de subventions aux entreprises et de crédits d'impôt, des discours auto-justificateurs qui défendent cette ligne en clamant « Nous ne sommes pas le gouvernement des riches », alors ça c'est ce qu'on vit quasiment tous les jours et quotidiennement ici, et là, mais donc autre truc qui clame, et la meilleure politique sociale, c'est la politique de l'emploi. Ça, c'est ce qu'on vit depuis 2017. Un patronat qui applaudit et qui en réclame toujours plus, des projets de réforme de la Constitution dans le sens d'un renforcement du pouvoir exécutif, des intrigues de couleur permanente, et alors là, vous allez reconnaître les plateaux d'infos en continu, un commentariat qui bavasse sur l'humeur du président, son dernier rhume ou l'ultime grommellement en date, éternuement, fulgurance politique, décision majeure, en quête d'oracle et d'interprétation. Des libéraux autoritaires qui au pouvoir envisagent le recours à la force, car ils savent bien que leur politique est impopulaire. Ces mêmes libéraux autoritaires qui souhaitent faire alliance avec l'extrême droite, qui recule car elle en veut trop et font finalement le pari de lui confier le pouvoir, etc. Bon, c'est une liste qui est un peu longue, mais si vous voulez, elle est instructive et particulièrement édifiante. Si vous voulez, il y a deux thèses essentielles qui ressortent de ce livre de Johann Chapoutot. C'est que les soi-disant centristes, qui en réalité avaient mis en place beaucoup de dispositifs d'exception, qui ont mené une politique antisociale extrêmement brutale en Allemagne et qui craignaient par-dessus tout l'arrivée au pouvoir de la gauche.
ces soi-disant centristes ont fini par installer Hitler au pouvoir. Voilà la première, si vous voulez, thèse et leçon de ce moment historique. Mais la seconde, c'est qu'il n'y avait pas là de nécessité. C'est-à-dire que cela aurait pu être autrement. Et c'est pourquoi la lecture de cet ouvrage est si importante aujourd'hui. Car pour comprendre ce qu'il est en train de se passer, pour dévier la trajectoire qui est empruntée actuellement et la pente que prend le macronisme, et puis d'ailleurs l'ensemble de ces relais dans les médias, eh bien, il faut saisir ce qui peut se passer et ce qu'il faut, d'une certaine façon, revendiquer, défendre en face de cette perspective. Vous voyez, là, pas plus tard que cette semaine, la semaine, là, je parle du moment où on enregistre, Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national, a été désigné par la chaîne parlementaire, par un petit jury qui se réunit dans la chaîne parlementaire, présidé par Christophe Barbier, et il a été désigné député de l'année. Vous voyez, c'est très grave, c'est très dangereux. Ce sont des étapes qui, dans la banalisation totale de l'extrême droite, eh bien, ne conviennent pas du tout à la préservation effective de nos principes républicains. Parce que tous ceux qui bavassent justement sur la République, l'arc républicain, etc., sont ceux qui font la courte échelle à l'extrême droite. Et c'est extrêmement dangereux. Vous voyez, lorsque dans l'hémicycle ici, nous défendons les principes, je pense par exemple au droit du sol, je pense également au principe, si vous voulez, que la justice doit traiter différemment les mineurs que les majeurs. Eh bien, l'opposition vient d'ailleurs, de ce point de vue-là, relativement indistinctement du macronisme et du Rassemblement national pour dire « Ah, mais vous, avec vos grands principes ». Eh bien oui, les droits fondamentaux, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration des droits des êtres humains sont des textes fondamentaux qui doivent agir comme des boussoles. Donc vraiment, je vous recommande cette lecture parce que les analogies avec la situation présente y sont nombreuses et permettent de comprendre davantage la situation dans laquelle nous nous trouvons. La stabilité en contexte de crise politique érigée en norme suprême, et ça a été le cas dans la période 1930-1932, est souvent utilisée et employée contre la démocratie et contre le parlementarisme. Et je crois qu'il y a là un énorme danger. Et qu'il faut bien saisir ce qui est en train de se passer avec notamment la victoire de Donald Trump aux États-Unis, le début de son mandat, la défense de la commission d'un crime contre l'humanité, puisqu'il propose de déplacer l'ensemble des Palestiniens eh bien ailleurs. Alors en Jordanie, en Égypte, qui ne le souhaitent pas, mais il dit ça peut être ailleurs également. Mais si vous voulez, c'est un déplacement de masse, c'est un crime contre l'humanité, c'est défini comme tel dans le statut de Rome. Donc c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer, et il faut, aussi déplaisant cela soit-il, regarder la situation en face, car c'est en regardant la situation en face que nous pouvons nous donner l'énergie, à la fois individuelle et collective, de mener frontalement la lutte politique contre l'extrême droite. Ces gens ne doivent pas prendre le pouvoir à aucun prix. Une fois qu'ils l'ont, ils en font n'importe quoi, ils menacent toutes les libertés publiques et c'est la démocratie qui s'éteint. J'ai été particulièrement surpris de savoir que René Capitan, qui est le principal juriste conseiller de De Gaulle pour l'établissement de la Constitution de la Ve République. René Capitan, dans le moment de rédaction de la Constitution de la Ve République, il s'inspire de cette phase présidentialiste de la Constitution de Weimar. Et vous voyez que c'est un vrai problème, car comme le dit Chapoutot dans l'extrait que je vous ai lu, la Ve République, avec son présidentialisme exagéré, encourage les phénomènes de cour, encourage la médiocrité autour du président, encourage le fait que la délibération parlementaire rationnelle assise sur les arguments, eh bien, le cède à qui mieux, qui connaît le président de la République et qui tresse son éloge le plus et davantage, sans parler de ses humeurs du moment. Bref, c'est un problème, celui de la monarchie présidentielle. C'est d'ailleurs l'occasion à ce stade de mon propos de vous dire que nous avons déposé avec Mathilde Panot et l'ensemble du groupe parlementaire de la France Insoumise, le 21 janvier dernier, une proposition de résolution à l'Assemblée nationale en faveur de la convocation d'une assemblée constituante pour passer à la 6e République. Parce que si vous n'avez en quelque sorte qu'une chose à retenir du propos que je viens de vous tenir à propos du livre de Joanne Chapoutot, c'est qu'il y a urgence à défendre la démocratie. C'est une urgence totale. Il faut défendre la démocratie et l'unité populaire. Je vous appelle d'ailleurs à cette occasion
partout où vous soyez, à la fois à rejoindre des collectifs, associations, syndicats, forces politiques, la France insoumise, bien sûr, qui peuvent participer à cet élan de constitution d'une union populaire autour de nos principes fondamentaux et d'une politique positive, et bien entendu de défendre la démocratie partout, tout le temps. Ça va être aussi l'un des enjeux de la manifestation du 22 mars, manifestation antiraciste de lutte contre l'extrême droite, qui va être l'occasion de rassembler très largement autour de ce qu'est véritablement ce pays, c'est-à-dire un pays qui, comme le 7 juillet dernier, il l'a montré, refuse pleinement et complètement que l'extrême droite accède au pouvoir. Il ne faut pas lâcher cela, et c'est bien de cela dont il s'agit également, pour terminer, dans ce dossier particulièrement brillant du monde diplomatique sur le recul des libertés publiques. Et là, on part plutôt sur une autre phase temporelle, celle des années 80 jusqu'à maintenant. Et la thèse, c'est Anne-Cécile Robert qui introduit ce dossier. La thèse de cette introduction et du dossier en général, c'est que le tournant néolibéral, Reagan, Thatcher, etc., s'est accompagné d'une multiplication des mesures d'exception, des mesures d'état d'urgence, sur tous les plans. Et là encore, vous retrouvez un point d'analogie avec ce que raconte Joan Chapoutot, c'est que ces gens, les libéraux conservateurs, comme ils s'appelaient en Allemagne ici, par exemple les néolibéraux, passent leur vie à vous parler de liberté. Mais quand ils parlent de liberté, ils parlent de la liberté des milliardaires à accumuler. Ils parlent de la liberté du grand capital, du capital financier. Mais par contre, les libertés publiques, ils ne cessent d'empiéter dessus. C'est Sarkozy qui, à un moment donné, avait suggéré la possibilité de détecter les délinquants dès la maternelle. Vous imaginez ces gens? Il faut quand même n'avoir aucune idée de ce qu'est l'humanisme républicain, de ce que sont les principes et les droits fondamentaux pour proposer des choses pareilles. Parce que, précisément, l'humanisme républicain repose sur la perfectibilité de l'être humain et puis sur la liberté, sans laquelle, d'ailleurs, il n'y aurait pas de responsabilité individuelle et donc pas de système judiciaire. La liberté, telle qu'elle est défendue par les néolibéraux ultra-autoritaires, la liberté, ça veut dire enrichissez-vous pour un tout petit nombre. Et par contre, pour les autres, c'est le droit à la répression, le recul des principes fondamentaux et le recul des services publics, de l'école, de l'hôpital. C'est contre cela, en fait, que nous nous opposons, et c'est contre cela qu'il faut s'opposer sans hésiter. Lorsque François Bayrou propose un débat sur l'identité nationale, quel est l'intérêt dans une phase où l'extrême droite monte autant? C'est une machine à faire monter l'extrême droite. Ça n'a aucun sens. En revanche, ce qu'il faut, c'est fermement, et Jean-Luc Mélenchon l'a fait sans hésiter, très clairement, défendre les principes remis en cause brutalement par l'extrême droite. C'est pourquoi nous défendons à ce stade et à ce moment l'inscription du droit du sol dans la Constitution, car il est remis en cause très durement par le ministre de l'Intérieur qui ne cesse de courir soit après, soit devant l'extrême droite. Donc voilà, dans ce moment politique, et c'est un peu la conclusion à laquelle je vous appelle, rejoignez, comme je l'ai dit, les collectifs, quels qu'ils soient, qui défendent la démocratie, qui défendent les principes fondamentaux et qui font exister une perspective positive pour le pays. C'est essentiel. Bonne semaine à vous.